démocratique, bien sûr, versus la monarchie marocaine, égalitaire. Et au sein de cette expérience qui se déroule depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui, des œuvres importantes, surtout en matière de l'éducation, la santé, la justice, mais aussi même la promotion de la pratique démocratique ont été réalisées avec beaucoup de succès. Concernant l'éducation d'abord, c'est un système d'éducation établi par le gouvernement de la race sur la base du fait qu'il est obligatoire, mais aussi gratuit. C'est un système d'éducation complexe qui commence par les écoles primaires, au niveau des daïras, au niveau des wilayas, mais aussi des écoles nationales, mais avec un système depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui des expéditions d'étudiants à l'étranger qui assurent une certaine qualité de formation. Aujourd'hui, on s'est réjoui au niveau du Front Polisario. Il y a eu des témoignages de la part des organisations internationales spécialisées dans le domaine de l'éducation du fait qu'au campement de réfugiés sahraouis, le taux d'alphabétisation il est presque à 100%, surtout les personnes qui sont nées après 1968. Et je crois que, surtout dans le contexte régional, mais aussi continental, c'est un indicateur d'une importance particulière. Concernant la santé publique, elle est aussi gratuite et égalitaire, et aussi c'est un système qui, avec des dispensaires au niveau local, avec des hôpitaux régionaux, nationaux et spécialisés, et un système d'évacuation aussi à l'étranger avec des conventions signées avec des institutions et des associations solidaires. Une de manifestation de cette politique efficace dans le domaine de la santé politique, la santé publique, c'est la réponse efficace à la crise du Covid-19 cette année. La mobilisation du ministère de la Santé, du personnel de ce secteur, nous a épargné d'avoir des problèmes sérieux dans ce sens. Et je crois que depuis le premier jour jusqu'à maintenant, la situation est totalement sous contrôle. Concernant le secteur de la justice, se base bien sûr sur le principe de séparation de pouvoir politique, législative et judiciaire. Il y a des tribunaux au niveau local, mais aussi au niveau national. Il y a un système en place de formation des juges qui continue toujours. Et le quatrième point, c'est le fait qu'un mouvement de libération, en pleine guerre de libération, décide de faire un pari ferme sur la consolidation de la pratique démocratique. Ça pose, je crois, un précédent dans les expériences révolutionnaires dans l'histoire. On a établi un système d'élection à suffrage universel sur tous les niveaux et la race et le gouvernement de la race veille pour que l'expression soit, la liberté d'expression soit assurée sur tous les niveaux. Donc voilà le quatre chantier de cette œuvre que je voulais partager avec vous à ce stade. C'est dans les conditions des réfugiés, l'exode et les difficultés matérielles et la guerre et tout ça, je crois que faire un peu un regard rétrospectif nous permet d'être fiers de l'œuvre que les Sahraouis ont réalisé à travers les années. Sur votre question concernant la situation politique actuelle, vous connaissez tous que la guerre est la nouvelle réalité malheureusement au Sahara occidental suite à la violation du Maroc, commise par le Maroc de l'accord du cessez-le-feu depuis le 13 novembre.
Le Maroc s'installe toujours dans la logique d'intransigeance, mais aussi ce sentiment d'impunité. Et, 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 et pour cela qu'il a décidé pas seulement d'envahir cette région, zone démilitarisée, mais même procéder à l'occupation d'une nouvelle partie du territoire du Sahara occidental et élargir le mur de la honte militaire, ce qui signifie une violation multiple, flagrante de cet accord. Mais le Maroc, bien sûr, il avait ces sentiments d'impunité et l'assurance comme quoi, au niveau du Conseil de sécurité, il n'y aura pas de dénonciation, il n'y aura pas d'action pour l'empêcher d'aller en avant avec d'aller à continuer à violer les termes de l'accord de cessez-le-feu, mais aussi le plan de règlement dans son ensemble. Jusqu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité n'a pas décidé de faire ou d'organiser une réunion juste pour traiter cette situation dramatique au Sahara occidental après le collapse de l'accord du cessez-le-feu. Et c'est une du manque de volonté politique chez cette institution de pousser pour un règlement définitif de ce conflit. La guerre se déroule toujours sur une échelle un peu modérée, mais le fait qu'elle est limitée maintenant, ça correspond à une stratégie militaire décidé par le commandement militaire du Front Polisario que la machine militaire, pour qu'elle se réchauffe de nouveau, ça prend du temps. Mais le fait que l'armée sahraoui, après 30 ans de cessez-le-feu, se trouve en condition pour exécuter sur place la décision politique le 13 novembre et entamer ou faire des attaques militaires tout au long du mur, le même jour de novembre, du nord, dans la région de Mahbas, jusqu'au sud, dans la Gargarat, c'est une démonstration de force, mais aussi une démonstration de volonté du peuple du Sahara occidental et l'armée de libération du Sahraoui pour faire tous les sacrifices nécessaires dans ce sens. Le Maroc, il s'installe toujours il mène toujours cette politique médiatique, mais aussi diplomatique du déni de l'existence de la guerre. Même, ce n'est pas la première fois. En 1975, il niait même l'existence du Front Polisario. Il a maintenu ce déni même de la guerre au Sahara occidental. Il a refusé de reconnaître les prisonniers de guerre marocains aux mains du Front Polisario. Mais cette fois-ci, ça correspond à d'autres objectifs. Je crois que l'objectif du Maroc par cette déni, c'est ce souhait ou bien illusion de croire dans une possibilité de revenir à la situation qui prévoyait avant le 13 novembre. C'est la situation du statu quo, là où c'était au bénéfice exclusivement du Maroc. Pour cela que le Maroc se sent un peu complexé de reconnaître la nouvelle réalité et même de se lancer au fond dans la guerre sur le terrain, parce que reconnaître la guerre, ça serait une déclaration d'une mort définitive de ce statu quo auquel le Maroc est attaché toujours. Aux hommes occupés, je crois que Meyara, il peut témoigner un peu plus tard. Le Maroc se venge sur la population civile sahraoui et les échos des attaques au niveau du mur, on les voit aux hommes occupés avec des campagnes de répression
massive, beaucoup plus violente et beaucoup plus agressive. Et je crois que le mouvement de solidarité a l'obligation de se mobiliser, surtout vers les institutions humanitaires internationales pour assurer une certaine protection de la population civile sahraoui. La position officielle du Front Polisario, on est bien sûr ouvert aux négociations directes avec le Maroc, mais des négociations, il faut qu'ils soient élaborés ou faits dans un nouveau format, parce que l'ancien format a échoué 30 ans. C'était une période totalement suffisante pour que l'ONU organise le référendum. Donc, l'ancien format a échoué, il faut qu'il y ait un nouveau format. Ce nouveau format, bien sûr, avec des échéances claires, bien déterminées, et qui vise un seul objectif, décoloniser le territoire du Sahara occidental en conformité avec les résolutions de l'ONU. Et nous croyons qu'il n'y a pas de contradiction entre des négociations directes entre les deux parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, et bien sûr la lutte armée. Je crois que l'expérience historique de beaucoup de mouvements de libération nous l'a démontré suffisamment. Et pour conclure, les Sahraouis sont déterminés à poursuivre leur lutte pour la libération et pour nos droits inaliénables à l'autodétermination et à l'indépendance. Et nous allons main dans la main avec le mouvement de solidarité pour gagner cette nouvelle phase de notre guerre de libération. Je vous remercie. Le micro, Keltoum. Je disais que je vous souhaite la victoire dans votre démarche de libération du Sahara occidental et je tiens à vous assurer de notre engagement et dire qu'on sera avec vous jusqu'au bout. Merci pour la qualité de votre intervention, Monsieur le ministre. Merci infiniment. Alors maintenant, je souhaite donner la parole à Monsieur Mohamed Mayera. Oui, Monsieur Mohamed Mayera, bonjour, comment allez-vous? Oui? Alors, je ne vous entends pas très bien. Voilà, peut-être rapprochez-vous du micro. Voilà. Donc, Mohamed Mayera, vous êtes le journaliste à El Ayoun Occupé et vous allez nous parler de la situation de la presse en général et du travail de votre agence Équipe Média et nous dire en conclusion quelles sont les initiatives et l'aide que vous attendez de l'extérieur. Merci beaucoup. Merci, cher Kaltoum. Je tiens de remercier M. Berthier, le président de l'Équipe. Excusez-moi, M. Mayera, on ne t'écoute pas. Alors, il y a un problème. Vous m'entendez? Oui. Oui. Et maintenant? Oui, oui, très bien. Allez-y. Merci beaucoup. Je tiens de remercier M. Berthier, le président du comité suisse. Et permettez-moi aussi d'adresser mes félicitations à vous tous, et en particulier à M. l'ambassadeur Obil Bachir, Mme Oumaima Abdeslam, à l'occasion de la 45e anniversaire de la proclamation de la RAST. Et voilà, donc la situation des journalistes en général dans des territoires occupés reste très précaire. D'abord, je vous rappelle la situation en général dans laquelle nous travaillons comme journalistes, activistes de médias, défenseurs et défenseuses des droits de l'homme. Depuis l'invasion et l'occupation militaire marocaine, les besoins et droits fondamentaux du peuple sahraoui dans les territoires occupés sont déniés. Nous sommes privés d'une éducation de qualité
et de soins de santé, de droit, de travail, etc. Et nous sommes privés d'une éducation. Je dis que, et bien sûr, c'est par conséquence, si je parle de journalisme, je parle des personnes qui sont autodidactes et bénévoles. J'ai l'honneur ici de dire que je fais partie de l'équipe média, qui est un collectif et en même temps une agence de presse sahraoui au territoire occupé. Ces journalistes réunis en assemblée constitutive le 17 juin 2009 à l'Union occupée, conformément à la loi internationale. Notre objectif principal était briser le blocus médiatique militaire et policier imposé par le Maroc au territoire occupé. Et alors, de documenter et diviser des informations sur l'oppression, sur le pillage systématique, excessif des phosphates et des autres ressources naturelles et de la surpiche et l'épuisement du stock de poissons. Alors, l'équipe média avait bien progressé sur la voie de la réalisation de certains des objectifs quantitatifs fixés dans sa stratégie, ce qui a énervé les autorités d'occupation. Les entraves au travail de l'équipe et tous les journalistes qui se suivent après par la police ou les autorités d'occupation ont commencé en 2009, peu après sa création, et sont intensifiés à partir d'octobre 2010, date de l'implantation du conduit des musiques. Tu m'as demandé de parler aussi à des cas concrets. Moi, j'ai choisi 3 cas. Le premier de M. Mohamed Lamine Heddi, qui est en grève de la faim depuis le 13 janvier, qui a été arrêté aussi après l'attaque agressive et brutale des forces d'occupation contre le conduit des musiques. Alors, M. Mohamed Lamine Heddi a entamé un grève de la faim illimité depuis le 13 janvier et sa famille a perdu tout contact avec lui depuis presque 5 jours. Moi, avant ce réunion, avant ce retrouvaille, j'ai contacté par des amis qui m'ont informé que Mohamed Lamine Heddi, il est attaqué par le directeur général de prison de Tifelt 2, qui lui a informé que personne n'a aucune idée sur sa grève de la faim et qu'elle sera mort dans sa prison et personne n'intéresse à son histoire. Alors, comme réponse, Mohamed Lamine a changé, bien a tourné son objectif. Au lieu de demander de transférer vers un prison proche de sa famille, donc il a précisé, il a insisté de la libération immédiate. Donc, c'est un développement qui nous touche et qui est très, 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 très grave pour nous. Alors, je rappelle aussi que Mohamed Lamine est un activiste de médias, collaboré avec la radio nationale sahraoui et l'équipe média. En même temps, il a travaillé personnellement avec moi et m'a donné un pseudonyme pour éviter des représailles de la part des autorités d'occupation, et notamment d'être victime d'harcèlement, d'intimidation et de détention arbitraire. Malheureusement, il a tombé dans la détention arbitraire. Le deuxième cas, c'est le cas de Bachir Khadda, 27 ans. Donc, il faisait partie de l'équipe média, oui aussi. Il est chef de service de documentation dans l'équipe. Il a été arrêté le 5 décembre 2010 au café Las Donas au centre de l'Union occupée. La cour martiale de Rabat a prononcé contre lui un verdict de 20 ans de prison. Vous imaginez, mesdames et messieurs, un activiste du média, ou bien un acte, par exemple, de prendre une caméra, et ça égale également sur un 20 ans de prison. C'est très choquant. Il est dans la prison militaire de Sali de Maroc. Il avait été arrêté le 14 novembre 2007 aussi et incarcéré 10 mois dans la prison noire de Lyon pour avoir participé à une manifestation pacifique. Le troisième cas, c'est le cas de M. Mohamed Bambari, qui faisait partie aussi de notre équipe et qui a filmé de violentes émeutes
qui ont éclaté dans la ville de Dakhla occupée. Pris de 4 ans plus tard, le 27 août 2015, le Bambari est allé au poste de police de Dakhla pour renouveler sa carte d'identité. Au lieu de pouvoir le faire, il a été accueilli par des minottes. Les autorités d'occupation l'ont accusé d'avoir participé à une meute 4 ans plus tôt, une accusation dont il n'a été informé qu'à son procès en octobre 2015. Le Bambari a été battu pour le forcer à signer des aveux. Il ne savait pas le lire. Il a été initialement condamné à 2 ans de prison lors d'un procès fermé au public et où lui était interdit de parler. Un cours d'appel a par la suite réduit sa peine à 6 ans, soit encore 2 fois plus que toute autre personne condamnée peut avoir participé à une émeute. Même après la condamnation d'El Bambari, son traitement en prison reste sombre. En septembre 2017, il a été placé d'isolement après avoir passé un appel téléphonique à sa famille. Il s'est plaint de sa poursuite et du passage à tabac et du dure condamnation des détentions. Il a finalement qu'à voir sa famille en janvier 2018. Mais il a accès limité, compte tenu de la grande distance qu'ils doivent parcourir pour s'en rendre. Le Bambari souffre également de plusieurs problèmes de santé, dont une tumeur au cou. Il n'a pas été traité. Alors, malgré toutes les formes de répression et intimidation pratiquées par les autorités d'occupation, nous, les journalistes, les activistes du média, poursuivons nos activités. Il est très important pour nous donner une version objective du fait se déroule au Sahara occidental occupé, ou dans la partie sahraoui du sud du Maroc. Nous avons réussi progressivement à être une source d'information reconnue pour sa fiabilité et sa qualité auprès des Sahraouis en exil ou en territoire occupé, mais aussi auprès de nos partenaires dans le monde entier. En ce qui concerne la situation des journalistes sahraouis, la liberté de la presse, je pense que la répression contre les journalistes sahraouis aujourd'hui, après un tour dramatique depuis 2013, date où le Maroc a pris une décision d'éloigner toutes et tous les journalistes et observateurs étrangers qui ont l'intention de savoir ce qui se passe dans les territoires occupés, la dernière colonie de l'Afrique. Plus de 300 personnes empêchées, c'est-à-dire observateurs et journalistes, ont été empêchés ou déportés des territoires occupés. Malheureusement, on n'a rien entendu de la part de la mission des Nations Unies, la mission des Nations Unies pour organiser le référendum MINURSO. Et même que l'équipe média a publié plusieurs rapports sur la situation en partenariat avec certaines organisations, tant que l'RSF, Rapporteurs sans frontières, récemment avec le CPG et des autres organisations, et aussi nos collaborations avec plusieurs organisations et instances dans les mécanismes des Nations Unies, les observatoires des défenseurs des droits de l'homme, qui est une coalition entre l'OMCT et le FIDH, qui a récemment publié un appel urgent dans lequel elle demande la libération immédiate de Mohamed Lamine Haddi. Je rappelle que le Maroc ne tolère guère le vu et qu'il ne partage pas, et pour cela, il attaque tous les journalistes sahraouis. Et aussi, Oussam, je ne veux pas parler aussi sur les lois qui criminalisent, tant que ne reconnaissent pas la souveraineté ni le droit à l'administration du Maroc sur le Sahara occidental, si automatiquement on refuse. Et nous étions en contact avec plusieurs organisations amies du peuple sahraoui et qui s'intéressent aussi à la libération de la liberté de la presse. Et bien sûr, si eux qui veulent aussi condamner, qui veulent publier le rapport de leur part. La dernière question, qui sont l'initiative attendez-vous qui nous, de l'extérieur, pour vous soutenir? J'aimerais bien dire oui, en attendant beaucoup de choses. Et en fait, je profite de cette occasion pour saluer les organisations suédoises qui ont directement contribué au renforcement des capacités des journalistes sahraouis. Et grâce à eux,
nous avons produit notre court-métrage 3 caméras volées qui parle sur l'expérience de la souffrance du journaliste sahraoui qui a gagné à plusieurs reprises des prix internationaux, que ce soit dans l'Europe, dans l'Afrique et dans l'Asie aussi, qui faisait beaucoup de problèmes entre le Maroc et certains pays comme le Liban et l'Irak. Et aussi, grâce à eux, on a gagné aussi beaucoup des prix au niveau reconnaissant de l'expérience, des activités de l'équipe média pour briser le blocus médiatique total imposé dans le Sahara occidental. Merci beaucoup. Mohamed Mayera, bravo à vous et à votre équipe média pour vos efforts dans la démarche d'informer. Malgré le contexte difficile dans lequel vous travaillez, vous avez vraiment toutes nos estimes et nous sommes à côté de vous. Alors maintenant, j'ai le grand plaisir de donner la parole à une grande dame, une grande activiste des droits humains, très, très engagée dans la société civile et qui est venue à plusieurs reprises à Genève mettre en exergue la situation de répression que subissait le peuple sahraoui. Madame El Khalia Abdellahi, bonjour, joie, et nous sommes très ravis de vous accueillir dans cette visioconférence et je souhaiterais vous donner la parole tout de suite pour que vous nous parliez de la situation difficile que vit la population sahraoui dans les territoires occupés et nous dire aussi ce que vous attendez de l'extérieur en tant qu'aide initiative. Merci beaucoup. Merci à vous, Kulthum. Tout d'abord, bonsoir à vous tous et toutes. J'aimerais bien vous remercier pour nous inviter, nous tous, à participer à cette vidéoconférence afin d'échanger nos préoccupations, nos idées, nos initiatives et nos réflexions. J'aimerais bien aussi féliciter le comité suisse pour son anniversaire, le 45e anniversaire et aussi le 45e anniversaire de notre État, la République arabe sahraoui démocratique. Cet État qui nous fait de nous des êtres humains proprement des esclaves. Donc, c'est un grand jour de commémoration pour cette fête, cette grande déclaration de la République arabe sahraoui démocratique. J'aimerais bien remercier Monsieur le ministre, mon frère Bibouchraya, pour son intervention qui a lancé la lumière sur tous les acquis qu'a pu aboutir le Front Polisario durant les 45 ans de lutte et de combat. Aussi, merci à Mohamed Mayera pour son intervention sur le rôle des médias au territoire occupé. Comme vous savez que nous, sous occupation au territoire occupé, là où il n'y a aucune ONG internationale, aucune agence de presse internationale. Donc, le seul rôle qu'il peut jouer, c'est grâce aux défenseurs des droits de l'homme, que ce soit de la société civile, que ce soit des groupes, des médias. C'est grâce à ces groupes-là que nous pouvons et nous avons pu, durant toutes ces années, accumuler tout, lancer la lumière sur toutes ces violations flagrantes sous lesquelles le peuple sahraoui, la population autochtone, est soumise sous occupation. C'est vrai que c'est très difficile de travailler dans un contexte d'occupation loin des yeux de la communauté internationale. Personne ne niait la gravité des conditions dont il vit la population civile sahraoui depuis 1975 jusqu'à maintenant.
Il a commencé avec les disparitions forcées où la majorité des familles autochtones, on connaît ce phénomène qui est un crime contre l'humanité et un crime de guerre. Donc moi personnellement, j'ai vécu Galia est congelée, mais en attendant un peu, peut-être qu'il va s'arranger. Avec mes camarades une extrait depuis 91 d'une cause légitime. Vous m'entendez? Oui, continuez. J'ai dit que nous sommes déterminés pour lancer la lumière sur les violations que nous avons vécues sous la disparition de Hassan II, et aussi nous sommes déterminés pour dévoiler ces crimes que nous subissons sous l'occupation de Mohammed VI. Vous savez bien que ces défenseurs de droits de l'homme, et les groupes des médias, ce sont les premiers qui sont attaqués durant toutes ces années. Pourquoi? Parce que le Maroc, à travers de cette attaque, à travers de ces violations contre les défenseurs des droits de l'homme et les groupes des médias, lance un message très fort à la population civile pour les réprimer, pour semer la peur et continuer à pratiquer le terrorisme d'État contre la population sahraoui. Et notre vie actuelle montre ça et démontre ces violences. La situation de Sultana Khaya et ce qui vit actuellement sous cette surveillance, sous ce maltraitement, ces crimes, on peut dire même ce sont des crimes contre les femmes, et cette violence excessive qui a été utilisée contre elle, sa sœur et sa maman et toutes les personnes qui se trouvent dans la maison et même les voisins, vraiment quelque chose, c'est vraiment honteux et il fallait le dénoncer pleinement. Et c'est pas ça seulement, mais comme j'ai dit, c'est notre quotidien. Mais à chaque fois, ça monte et ça descend. Mais à partir de la violation de l'accord de cessez-le-feu le 13 novembre, le Maroc a décidé de mener une surveillance permanente contre tous les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes sahraouis. Moi, personnellement, après la création des SACOM, qui est l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine, moi et les membres du bureau exécutif, nous étions mis sous une surveillance permanente 24 heures sur 24 heures depuis presque 3 mois. Durant 3 mois, depuis le 29 septembre jusqu'à le 25 décembre, une voiture qui me suit là où je pars, que ce soit à mon travail, que ce soit à l'hôpital, chez le boucher, chez l'épicier, à la banque. Là où je pars, il y a cette voiture, une Dacia 213-03 68A qui me suit jour et nuit, plus les autres qui sont devant ma porte. Donc, cette répression, c'est pas à moi seule, mais comme j'ai dit, presque à tous les membres des ACOM et à tous les militants qui travaillent et qui des petits problèmes de connexion. Oui, effectivement.
C'est comme ça. C'est pas la première fois que Galia a ce problème de connexion quand elle parle en public. Moi, je suis témoin de 3 fois qu'elle a été coupée pendant sa intervention. Kaltoum, tu peux passer à l'autre intervenante et on va voir si on recoupe. Malheureusement, merci Khalia pour ce témoignage. Alors, je vais enchaîner avec Monsieur Abdeslam Omar, des campements de réfugiés, qui est président de la FAPREDESA, de l'Association des familles des disparus sahraouis. Et alors, tout d'abord, bonsoir Abdeslam Omar, ravi de vous avoir dans ce panel pour cette visioconférence. Et donc, j'aimerais vous adresser 3 questions. La première, quelle est la vie dans les campements? Pardon, il y a une coupure de la lumière. Je ne sais pas comment ça s'était arrivé. Alors, est-ce que j'ai encore le temps pour terminer mon intervention ou le temps c'est terminé? Je vous donnerai la parole à Abdeslam Omar juste après. Allez-y, je vous donne encore 8 minutes. D'accord. J'ai dit que cette surveillance permanente nous bloque et ça ne permet pas de faire notre travail et mener notre travail et notre lutte pacifique dans des conditions optimales comme exige le droit international, qui exige des conditions et une situation optimale pour le travail des défenseurs de droits de l'homme. Comme vous savez, nous sommes toute une minorité, mais une minorité qui a un courage extrême, qui a un courage sous l'occupation. Nous pouvons dire à haute voix que nous sommes contre cette occupation dès le début de cette invasion marocaine et nous continuons à le dire et à travailler pour le démontrer devant tout le monde. Mais le Maroc, comme j'ai dit, nous attaque dans surtout les niveaux. Par exemple, le cas de Mina Bali, une grande défenseuse des droits de l'homme qui a été exclue de son travail seulement à cause de sa participation active dans les manifestations au plein rue dans le territoire occupé et spécialement au Al-Ayoun occupé. Sa sœur Mbaka Alina, dernièrement, il a été muté forcément à 35 km de l'Ayoun, malgré qu'il n'a aucune responsabilité, il ne fait aucun travail, mais seulement pour la punir. Hassan Douéhi aussi, il a été muté à Boujour. Nos enfants, ils étaient privés de leur bourse universitaire, donc toutes les formes de représailles, nous le subissons durant toutes ces années et sous cette occupation. Mais ça ne nous fatigue pas, ça ne nous faiblit pas. Nous allons continuer cette lutte pacifique, malgré que la direction du Front Polisario a choisi la reprise des armes. Le peuple sahraoui a réagi positivement et nous étions vraiment touchés par l'enthousiasme et la mobilisation des jeunes qui ont accepté ce retour à la reprise des armes, et ça montre bien que le peuple sahraoui n'a plus de patience après 29 ans à 30 ans d'espérance, à 30 ans de patience avec l'UN afin qu'elle trouve une solution juste à ce conflit. Après ces 29 ans, le peuple sahraoui a décidé de mener le combat comme il faut pour aboutir à son droit à l'autodétermination et à son indépendance. Nous aussi, les défenseurs des droits de l'homme, malgré qu'on n'aime pas la guerre, mais nous nous trouvons obligés de soutenir ce choix que notre direction a choisi et que la majorité de la population sahraoui s'est montrée
admissible et admettre ce choix. Donc, notre espérance, ce que nous demandons de vous, c'est le soutien politique. En ce moment-là, nous avons besoin d'un soutien politique au niveau du gouvernement européen et américain. Nous voulons aussi que nos solidaires, nos camarades, nos amis s'interviennent auprès des CER afin de garder et de sauvegarder la vie de nos prisonniers politiques, surtout la vie de Mohamed Lamine Haddi, qui est maintenant en 44 jours de la grève de la faim, et les autres prisonniers politiques qui n'ont rien à voir avec les charges qui ont été condamnées avec. Nous voulons aussi que la communauté internationale s'intervienne pour nous permettre d'agir et de s'exprimer librement, de se manifester librement et de s'exposer librement sans être sujet de représailles ni de violences excessives. Donc, ce sont tous presque nos espérances que nous voulons de vous, et nous voulons que cet accompagnement se poursuive jusqu'à le jour où le peuple sahraoui avoir la possibilité de s'autodéterminer et choisir son avenir politique. Merci à vous tous et toutes. Madame El Khaled Alimi, merci infiniment pour votre témoignage. Et là, je redonne la parole à Monsieur Omar Abdeslam, cette fois-ci, alors qui se trouve dans les campements de réfugiés. Bonsoir, Monsieur Omar Abdeslam, comment allez-vous? Merci, Kaltoum, bonsoir. C'est bien. Alors là, je m'adresse au président, à l'ami Sahlaoui, mais au président de l'AFA Prédessa. Donc, alors, 3 questions. Quelle est la situation dans les campements dans ce contexte de Covid et de la reprise de la guerre? Quelles sont les difficultés majeures? Et quels sont les points de travail de votre association et de quelle manière est-ce que vous travaillez? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Permettez-moi de saluer le président du Comité suisse de soutien au peuple sahraoui, M. Berthier, un grand ami de longue date, ainsi que tous les membres de ce bureau, de ce comité, qui ont accompagné le peuple sahraoui durant ces 45 années. Saluer également le professeur Yahya Zouber, un fin connaisseur de la question sahraoui qui la suit également depuis de nombreuses années et qui a fait de nombreuses contributions. Saluer également les panélistes, et spécialement Mohamed Mayara et El Ghalia Jimi, qui sont aussi deux membres de notre association, puisqu'ils sont en même temps des membres de familles de disparus sahraouis. Nous continuons à lutter pour connaître leur sort. Dans ce contexte de célébration du 40e anniversaire de la proclamation de la race, je me rappelle de cette fameuse phrase dite par le sociologue Jean Ziegler, le sociologue suisse, dans son livre « Retourner les fusils », où il a fait tout un chapitre sur le combat du peuple sahraoui. Il a rappelé sans la moindre erreur que l'État est le rempart des faibles, en référence au peuple, que les peuples sont vraiment très vulnérables s'il n'y a pas une loi qui les protège, et donc il faut qu'il y ait l'existence d'un État qui protège leurs frontières, leur identité, leur culture. Et c'est pourquoi le peuple sahraoui, qui avait vécu d'une manière autonome depuis des siècles et qui a construit sa propre identité, devait prendre sa responsabilité en annonçant et en proclamant la République sahraoui, qui nous a permis de continuer à exister en tant que nation.
Concernant la situation dans les camps des réfugiés, qui déjà était toujours très grave et très précaire, vu cet exil qui perdure depuis de nombreuses années, je me rappelle de cette interpellation que j'ai faite personnellement à M. Kofi Annan lorsqu'il faisait une conférence sur les réformes des Nations Unies à Genève en mars 1997 à l'époque, et dans laquelle il avait à l'époque déjà partagé ma préoccupation, ma frustration et la frustration du peuple sahraoui concernant le manque de volonté de faire avancer le processus tunisien, et il m'avait affirmé qu'il a déjà pris des initiatives en nommant M. James Baker pour clore ce dossier de décolonisation, mais que si ces démarches ne vont pas aboutir, elle allait prendre d'autres mesures. Malheureusement, les recommandations faites par Kofi Annan suite à l'échec de tout le processus de M. James Baker n'ont pas donné de résultats, puisque le Maroc comptait depuis toujours sur l'appui de la France principalement, mais également les États-Unis, et qui ont laissé traîner les choses jusqu'à ce que nous trouvons une situation vraiment très préoccupante. Je devrais dire aussi que cette annonce, cette proclamation de la RAST a aussi un atout dans un contexte très particulier dans cette zone du Sahel, où il y a l'émergence de groupes radicaux, de terrorisme, de trafiquants de tout genre. Et c'est ça aussi la grande contribution de la République sahraouie de faire en sorte qu'il y ait un certain combat contre le trafic de tout genre, et principalement les drogues qui nous viennent de notre voisin du Nord, le Royaume du Maroc. Donc, la population qui a déjà vécu une certaine lassitude pour le manque d'avancement dans donc il a accepté avec une certaine libération l'annonce par le Front Polisario de la reprise des hostilités, et des milliers de jeunes ont voulu regagner les rangs de l'armée de libération nationale sahraoui. Là aussi, il faut le rappeler que la guerre, ce n'est pas vraiment tout est en rose, au contraire, et nous venons ça vient de se confirmer malheureusement. Hier, nous avons perdu le premier martyr, le premier combattant dans cette guerre, Bani Msaïd, qui a été touché par une attaque des forces royales marocaines. Mais également, nous avons perdu, il ne faut pas le rappeler, un autre jeune, Mohamed Salim Fahim, qui a connu la disparition forcée au moins durant 22 jours avant que son corps, en état déplorable, se trouve dans les morgues de l'hôpital Hassan al-Mahdi. Fort heureusement, comme vient de l'affirmer le ministre Bouchra Yahoubi, les structures de l'État sahraoui ont pu faire en sorte qu'on soit un peu préservé des effets néfastes de Covid. Ceci également grâce à la décision de l'Algérie de prendre des mesures drastiques pour préserver la santé publique en Algérie. Donc, tous ces facteurs ont contribué à ce que la population a été jusqu'à maintenant préservée
contre ce fléau. Il manque, comme de nombreux pays malheureusement, la question de la vaccination, mais je pense que ça va venir résoudre aussi ce problème. Mais la problématique du Covid doit être prise très en sérieux et il doit y avoir une contribution universelle pour son combat partout dans le monde, parce que s'il reste un seul village le plus reculé du monde où il y a une présence du Covid, ça va se retourner contre toute la population mondiale. Concernant notre travail actuellement, nous avons continué à suivre la situation des territoires occupés qui nous préoccupe principalement, sans oublier la situation dans les camps de réfugiés. Actuellement, il y a 59 prisonniers de droit commun, aucune femme, fort heureusement. Nous suivons avec fréquence des visites dans les prisons de la République sahraouie et nous faisons des recommandations aux autorités. Jusqu'à maintenant, nous ne déplorons pas aucune grave atteinte à leurs droits, comme les visites malgré le Covid, et continuent de recevoir les visites hebdomadaires, et même certaines familles peuvent passer la nuit avec leur mari dans certaines conditions. Donc, nous considérons que le combat du peuple sahraoui, c'est aussi le combat pour les droits de l'homme ici, dans la République arabe sahraoui démocratique. Et effectivement, nous avons tout le temps constaté qu'il y ait une totale liberté d'expression. Aucune personne n'est interpellée ou arrêtée pour le simple fait d'avoir exprimé son opinion et critique aux autorités publiques de la République arabe sahraoui démocratique. Ceci dit, le travail des droits de l'homme doit aussi se développer au niveau de la société, et là aussi nous avons contribué grâce à une collaboration avec le ministère de l'Éducation à la formation des enfants sur les différentes questions liées au droit de l'enfance, au droit à la femme, et aussi les mécanismes africains et même onisiens, dans la perspective que le Front Polisario a adhéré récemment à la déclaration pour l'adoption des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Donc, c'est un travail qui se poursuit dans des conditions effectivement compliquées, et nous constatons aussi que la population a été très affectée par les restrictions du fait de la COVID. Beaucoup de gens pouvaient survenir à leurs besoins en faisant de petits boulots comme des taxieurs, de petits commerçants, etc. Et tout cela a beaucoup baissé récemment à cause des conditions du Covid et évidemment la reprise des hostilités maintenant. D'autant plus que beaucoup de jeunes ont regagné les rangs de l'armée, et ça se fait ressentir sur l'impact des manques pour la population de moyens, d'autant plus que nous savons que à cause de la crise internationale, l'aide humanitaire a considérablement diminué, et c'est uniquement l'Algérie qui a répondu à travers des caravanes de solidarité jusqu'à maintenant, ou de l'Espagne. Il y a quand même une caravane, mais la situation est vraiment très difficile et très compliquée pour pouvoir donner à la population les besoins alimentaires, les besoins à la santé et à l'éducation dans des conditions qui deviennent de plus en plus très, très difficiles. D'autant plus qu'il faut savoir que nous avons jusqu'à maintenant agi avec un certain volontarisme. Donc les professeurs, les médecins, les infirmiers, tout le personnel de la santé publique
pratiquement sont des volontaires. Il y a effectivement des petites sommes qui leur sont attribuées mensuellement, mais qui ne répondent pas vraiment à leurs besoins matériels. Donc maintenant, la stratégie qui devrait aussi être développée, c'est concernant un certain nombre d'anomalies qui ont accompagné tout le temps la question sahraoui, c'est-à-dire, comme vient de le relever mes camarades des territoires occupés, le manque de visibilité, c'est-à-dire il n'y a pas de presse internationale. Le Maroc expulse de manière systématique. Il n'y a pas de présence de grandes instances chargées des questions humanitaires, et en l'occurrence le Comité international de la Croix-Rouge, qui est présent partout dans le monde, à la seule exception du Sahara occidental. Cette situation doit changer et il en va de sa responsabilité, mais également de la responsabilité des Nations Unies, qui à un certain moment donné l'impression qu'il allait prendre en sérieux les questions humanitaires, notamment dans les résolutions de 2002 à 2005. Dans ces résolutions, il était question du rôle du Comité international de la Croix-Rouge pour clore la question des disparitions forcées, que le Maroc maintenant a toute la latitude de tenter de déformer la réalité et faire avaler sa propagande aux instances internationales. Dans un récent rapport au groupe de travail sur les disparitions forcées, le Maroc tente de dire qu'il a clos le dossier des disparitions forcées par le biais de la création de l'instance sécurité et réconciliation, par la reconnaissance de plus de 700 cas selon le rapport marocain, et par l'indemnisation à certaines de ces personnes victimes à leurs ayants droit, et qu'il a pris plusieurs mesures pour éviter que ces crimes se répétissent à l'avenir. Nous allons répondre à ce rapport, évidemment, avec le concours de nos amis des territoires occupés, Jim El Ghalia et tous les acteurs très impliqués dans la question des disparitions forcées. Le Maroc, effectivement, a reconnu en 2010 un certain nombre de disparitions forcées, exactement 940, parmi lesquelles 638 sont des Sahraouis, parmi lesquels il prétend que 351 sont morts à cause des conditions, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de restitution de corps, il n'y a pas eu d'exhumation, il n'y a pas eu d'investigation et de poursuite à l'encontre des responsables de ces graves atteintes et crimes contre l'humanité, tels que spécifiés, reconnus par la sentence de juge Pablo Rus en 2015, qui poursuit d'ailleurs 15 des hauts responsables marocains impliqués dans la disparition forcée, l'assassinat, la détention arbitraire, la torture de centaines de Sahraouis. Les Sahraouis ont maintenant perdu la confiance dans les Nations Unies, et il faudrait vraiment qu'ils voient avec clarté que les Nations Unies, ces mécanismes sont faits pour protéger les populations vulnérables et pas pour protéger les agressions telles que l'agression marocaine et l'occupation qui est la responsable de cette situation, y compris l'exil dans lequel se trouvent plus de 200 000 Sahraouis dans les camps de réfugiés sahraouis. Je vous remercie. Monsieur Abdeslam Omar, merci pour toutes ces informations et pour le point sur la situation au complément. Et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de vos projets très précieux pour la population sahraoui. Docteur Yahya Zoubir, êtes-vous toujours présent?
Oui? Oui, bonsoir, je suis là. Docteur Yahya Zoubir, donc vous êtes le grand témoin de cette visioconférence. Je vous donne la parole, je vous donne un peu plus de 15 minutes, je vous donne 20 minutes pour relever les points qui vous ont semblé les plus pertinents et puis nous suggérer des pistes de réflexion et d'action. Et puis voilà, et ensuite je donnerai la possibilité au public d'adresser des questions. Merci beaucoup, Docteur Yahya Zoubir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je remercie le comité suisse pour cette aimable invitation, ainsi que Keltou pour cette invitation. Et c'est un plaisir aussi de retrouver tous les amis sahraouis. Et je voudrais les saluer à l'occasion de leur 45e anniversaire de la création de la République arabe sahraoui démocratique. Et aussi saluer leur lutte qui n'a jamais cessé, leur détermination qui ressort justement, c'est un des points fondamentaux hein, que j'observe durant ce débat, c'est justement cette volonté d'avancer, de continuer malgré la trahison, et j'en parlerai, la trahison des Nations Unies, un petit peu la communauté internationale qui ferme les yeux, certains États, des États qui sont responsables de cette situation, notamment l'Espagne, qui n'a pas justement joué son rôle d'ancien pays colonisateur du Sahara occidental, et d'autres, bien sûr, d'autres États qui sont impliqués au sein des Nations Unies, surtout au Conseil de sécurité, qui, au nom de certains réalismes ou de certains intérêts, qu'ils soient économiques ou autres, qui continuent justement cette occupation qui est bien sûr illégale et qui n'est pas légitime. Je reprends ce qu'a dit mon frère Oubi et je crois que c'est un point très très important. Moi j'ai été personnellement après 2 ans après le cessez-le-feu, je disais à mes amis sahraouis, la reprise des armes est nécessaire parce que je voyais que le processus était un processus justement de geler le conflit. C'était le début du gel du conflit et je disais, d'ailleurs c'est dans mes écrits, que je ne faisais pas confiance au Maroc et que le Maroc n'avait aucune intention d'accepter un processus référendaire ou d'autoriser, enfin de permettre la tenue d'un référendum libre et équitable et transparent pour le Sahara occidental. Donc, à mon avis, justement, la reprise des armes était inévitable. Et même si on est pacifiste, elle est la bienvenue parce que je pense que la lutte doit se faire à 2 niveaux. Et je crois que c'est ce que l'ambassadeur Oubi a suggéré, c'est que s'il n'y a pas une volonté réelle de la communauté internationale, je parle quand je dis la communauté internationale, c'est le Conseil de sécurité et du secrétaire général des Nations Unies, de créer un cadre réel qui soit propice à de véritables négociations, pas un jeu de Manhasset où on s'assoit, on discute quelques mots, on dit ceci et cela, et on repart et c'est fini. Et chaque fois, c'est un nouveau envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies qui n'a mené à pratiquement rien. Une succession d'envoyés spéciaux. Les plus honnêtes ont démissionné parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils n'ont pas eu le soutien de leurs États. Baker, il n'a pas eu un soutien franc des administrations successives au niveau
quand il a joué le rôle justement d'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Donc, à mon avis, ce point est essentiel que le Polisario ne doit pas cesser les hostilités, ne négociera que s'il y a vraiment quelque chose de nouveau sur la table avec des garanties réelles de la part des Nations Unies. Parce que, comme l'ont dit les participants à cette discussion, les Sahraouis ont perdu à juste titre la confiance des Nations Unies. Bien sûr, les Nations Unies, ce n'est pas les Nations Unies dans leur ensemble, on parle vraiment du Conseil de sécurité des Nations Unies et des membres qui soutiennent le Maroc de manière assez, enfin, je dirais, inconditionnelle, pratiquement. Mais il y a une opportunité, il me semble, même si l'administration d'Obama, qui était dominée dans la politique étrangère, était laissée aux mains de Hillary Clinton, qui était fermement du côté du Maroc. Cette fois-ci, peut-être avec Biden, il serait vraiment important, et ça c'est dans les conseils, si je me permets, de façon modeste. J'ai été un des signataires de la lettre qu'on a envoyée au président Biden, de chercheurs de par le monde qui ont envoyé cette lettre, et de montrer que si vraiment les États-Unis veulent remettre sur la table leur politique qui défend les droits humains, c'est le moment de le montrer. Et donc, les Sahraouis, même des citoyens sahraouis simples, devraient faire des lettres et d'écrire et de faire la politique qu'on appelle name and shame, c'est-à-dire de dire, de dénoncer qui viole le droit international, les droits humains, etc. Il ne s'agit pas de dire nous défendons les... Ça y est, Blinken avait dit, il vient de faire une déclaration au président égyptien, de dire maintenant nous sommes sérieux sur les questions des droits humains. Là, vous êtes avec moi, mes frères et sœurs de Sahraoui, on voit les images abominables des femmes sahraouis qui se font tabasser par la police marocaine, qui est un signe de faiblesse, puisque comment frapper des femmes dans la rue, les tirer, puis les torturer, les battre, ça c'est abominable. Donc il faut continuer justement cette campagne de sensibilisation. La presse, je salue la presse et les défenseurs des droits humains dans les territoires occupés, qui essayent de montrer la réalité qui se passe dans ce territoire colonisé, occupé. Il faut appeler les choses par leur nom, ne pas avoir peur d'appeler les choses par leur nom. Le Maroc a une campagne extrêmement, comment dirais-je, agressive, qui est fondée sur le mensonge. Hier ou avant-hier, Bourita parlait de Hezbollah et de l'Iran. Encore une fois, il remet sur la table. Et c'est un peu ce que j'appelle le syndrome nazi de Goebbels, qui disait si on répète un mensonge plusieurs fois, il devient vérité. Et donc, on essaye de faire en sorte que le monde entier croit que voilà, le Polisario, c'est un mouvement, on l'a appelé pendant la guerre froide, c'était un mouvement communiste, marxiste-léniniste. Après ça, c'était un mouvement islamiste. Après, c'est autre chose. Puis, il y a quelques temps de ça, c'était encore une fois l'Iran pour attirer, bien sûr, continuer à attirer les fonds des pays du Golfe. Et ça a été remis sur la table il n'y a pas longtemps. Je pense que la lutte doit se faire à ces niveaux-là. Elle doit continuer. Cette lutte doit continuer. Les Sahraouis doivent continuer à travailler
avec les organisations internationales, sur tous ceux qui sont dans les territoires occupés, de continuer à mettre sur les réseaux sociaux les images qui sont, je vous jure, elles sont parfois pénibles à voir, mais elles sont nécessaires pour sensibiliser la communauté internationale, et là je ne parle pas de la communauté internationale en tant qu'État, mais en tant que citoyen de ce monde. Il faut profiter justement de cette possibilité de montrer au monde ce qui est en train de se faire dans le territoire occupé. Vous savez, dans les années 80, le roi Hassan II faisait en sorte de gagner comme on dit, the hearts and minds, le cœur et les esprits en faisant des constructions, etc., pour que les Sahraouis voilà, disent nous sommes après tout, nous sommes marocains. Or, on connaît la réalité, les Sahraouis sont des Sahraouis, ils ne sont pas marocains et ne le seront jamais. Tout comme les Algériens ne sont jamais devenus français, même après 132 ans d'occupation. Donc ça, c'est quelque chose à comprendre. Et la lutte, pour reprendre un peu, retourner au point d'Obi, c'est justement quand il a parlé de la déclaration et pourquoi, je pense que la lutte, elle doit se faire à deux niveaux. Encore une fois, c'est au niveau d'une résistance et d'une résistance armée, parce qu'elle est légitime. Personne ne peut contester la légitimité de cette guerre et de la reprise de cette guerre. Et en même temps, il y a une lutte diplomatique qui doit continuer en même temps, travailler avec les pays neutres, surtout les pays nordiques, continuer à travailler avec les pays nordiques et les pays qui auraient honte de voir leurs propres entreprises exploitées de manière, comment dirais-je, je n'ai pas le terme pour décrire une telle exploitation des ressources halieutiques, des phosphates, du vol des ressources de ce territoire qu'ils occupent aux dépens de la population qui n'en bénéficie pas. Et ça, il faut continuer à travailler avec Western Sahara Resource Watch, continuer avec les organisations qui défendent les droits humains. Et aussi, une chose, peut-être que certains ne sont pas d'accord avec moi, il me semble que la communication du Polisario, qui est assez efficace en Europe ou même aux États-Unis, que je connais bien, il y a une assez bonne communication malgré les ressources assez limitées qu'ils ont. Il faut aussi le faire dans la région, parce que je pense que dans la région, que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc même, il faut justement sensibiliser les populations. Il y a un hirak marocain, il faut dire à ce hirak, puisque tu veux la liberté, tu veux le droit, tu veux la démocratie, tu dois parler aussi de notre situation. Nous, Sahraouis, nous sommes occupés, nos droits sont violés, nous faisons battre par une occupation, etc., etc. Donc, il faut travailler un petit peu. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de justement cette tragédie sahraoui. Il y a des idées farfelues, parce qu'il y a une propagande marocaine qui est très forte, que c'est une création de l'Algérie, ou c'est ce mouvement qui est sorti de nulle part, c'est un peuple qui est sorti de sous le sable, comme disait un chercheur marocain, qui a été créé. Ce peuple n'a jamais existé, mais là, on l'a fait sortir de sous le sable. Il faut donner cette image, c'est un peuple unique, il est différent, c'est un peuple noble qui lutte pour ses droits et ne demande pas grand-chose. On lui a volé sa terre. J'ai participé à certains colloques et où on est en train de justement faire un parallèle entre ce qui se passe au Sahara occidental et ce qui se passe en Palestine. C'est à peu près les mêmes conditions, c'est similaire. Il y a
une occupation, il y a des violations des droits humains et ça continue. Et bien sûr, il y a toujours une protection qui vient de certains États. Et ces États-là, il faut continuer à les nommer et montrer que leur rhétorique, c'est du mensonge, que ce sont des gens qui parlent du printemps arabe, qui vont chercher jusqu'à Myanmar pour parler de Aung San Suu Kyi et le reste, et alors que devant leurs portes, ils ferment les yeux sur des violations flagrantes, sur un vol de territoire, sur une occupation, aucun respect de la légalité internationale. Donc tout ça, c'est fait, enfin c'est connu, mais il faut le faire connaître encore plus. Il faut que les Sahraouis, avec le peu de moyens qu'ils ont, mais il faut, et leurs représentants, à continuer à travailler avec les organisations internationales qui sont respectées, certaines comme Human Rights Watch, est assez équilibré en ce qui concerne la question du Sahara occidental, même Amnesty International qui fait qui publie certains écrits qui dénoncent les abus dans les territoires. Donc, tout ça doit continuer. Je pense que, vous savez, personne n'aura... Je connais un petit peu les mouvements de libération et tout ce qui a été fait comme processus de décolonisation. Il y avait des pays où le colonialisme pensait qu'il ne sortirait jamais. Et le colonialisme sortira. Tôt ou tard, le peuple qui lutte pour sa liberté, le peuple qui lutte pour sa terre, le peuple qui lutte de façon légitime pour ses droits, gagnera toujours. Même si ça prend des décennies, il finira par vaincre parce que l'occupant est injuste, parce que l'occupant est criminel. Voilà ce que j'avais à dire. Docteur Yahya Zoubir, merci pour la qualité de votre analyse et merci pour conclure sur une note d'espoir que nous partageons tous. Alors maintenant, il nous reste 20 minutes. Je souhaiterais donner la possibilité à toutes les personnes, à tout ce public qui a assisté à cette visioconférence, de s'exprimer, d'adresser des questions qui vous tiennent à cœur, de demander des éclaircissements par rapport à des points de vue exprimés par les panélistes. Pas de questions? Oui? Qui c'est qui veut? Oui, vous pouvez prendre la parole, monsieur. Oui. Oui. Pour me faire mal, la lutte contre la drogue, le travail que fait le Polisario pour combattre justement ce trafic illégal de la drogue, etc., doit être mis aussi en valeur avec des publications, avec les organismes qui traitent de ces problèmes. Il faut le montrer aussi. C'est quelque chose de très important. Et ce n'est pas uniquement... bon, bien sûr, les droits humains ont la priorité, mais dénoncer et de montrer que parce que pendant longtemps, le Maroc faisait croire à ceux qui voulaient l'entendre que les Sahraouis étaient impliqués dans des processus de drogue, de trafic de drogue, etc., alors que c'était le Maroc qui le faisait. Donc ça aussi, c'est quelque chose il faut trouver les canaux de transmission de la question des informations à ce sujet. Merci. Une autre question? Vous m'entendez? Oui, très bien. Je m'appelle Antonio, je suis du Portugal. Je suis de très longtemps la lutte du peuple sahraoui. Je suis tout à fait d'accord avec les paroles de ce monsieur, ce professeur. J'appartiens à un pays qui a été un empire colonial et qui a fait la guerre coloniale pendant beaucoup des années. Et je renforce la proposition de monsieur, c'est de l'importance d'arriver à l'information au peuple marocain. Parce qu'il faut
il faut lire beaucoup de fois Amilcar Cabral et ce qu'il a dit sur la guerre et les peuples coloniaux, parce que une chose c'est l'État marocain, l'autre chose c'est le peuple marocain. Il faut arriver l'information à ce peuple qui malheureusement est très mal informé. Il faut gagner leur cœur. Ça, c'est pas facile, mais il faut le faire. Merci. Excusez-moi, Kaltoum, j'aimerais bien... Oui, j'aimerais bien juste commenter ce point soulevé par notre ami Antonio de Portugal. Bien sûr, travailler l'opinion publique marocaine, je crois que constitue un des défis les plus importants qui se présentent aujourd'hui devant le peuple sahraoui. Et surtout dans ce tournant après le 13 novembre. On a un problème du fait que toute la machine de la propagande marocaine a réussi à faire en quelque sorte un lavage de cerveau collectif de la société marocaine et elle est tournée, avec bien sûr des exceptions ici et là, dans exactement la même direction que le régime voulait. Tout dernièrement, heureusement, on a commencé à identifier, mais aussi à noter une tendance de changement lent, mais je crois qu'on est dans la bonne direction. Il y a des démocrates marocains à travers le monde qui commencent à s'exprimer et montrer une certaine solidarité avec le combat du peuple du Sahara occidental. Et c'est un réseau qui s'est constitué petit à petit et que, bien sûr, on espère qu'il aura un impact sur l'opinion publique, marocaine. Et on est conscient au sein du Polisario de l'importance de travailler l'opinion publique marocaine, parce que la géopolitique, la géographie, c'est comme les liens familiaux, hein. On ne peut pas choisir nos voisins, donc ils seront là tout le temps. Donc on est obligé de tendre un peu, essayer de résoudre ce problème, d'autant plus qu'on sait, d'après les expériences de l'histoire, nous a montré que travailler l'opinion publique de l'adversaire, de l'ennemi, du colonisateur, fait partie de l'agenda nécessaire du mouvement de libération. Les Algériens, durant la guerre de libération, une des garanties de la victoire de la révolution algérienne, c'était sa capacité de transmettre son message au niveau de la France. C'est la solidarité qui s'est exprimée à travers toute la population française qui a obligé finalement De Gaulle à reconnaître la réalité d'indépendance en Algérie et la nécessité d'aller dans cette direction, de sceller un accord avec le FLN. En Afrique du Sud aussi, c'est les percées que l'ANC a réussi à faire dans la communauté blanche qui a contribué aussi à accélérer le processus de la démocratisation de l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, en Palestine aussi, on voit qu'il y a des gens qui disent même que le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien le plus large au monde se trouve au sein d'Israël même. Donc, on est conscient de l'importance de ça et je crois qu'avec la révolution technologique, avec les réseaux sociaux, avec même les petites fissures et problèmes intérieurs du Maroc, petit à petit, ça nous ouvre un espace de travailler ce problème et on espère qu'un jour, le peuple marocain arrivera à la conclusion
comme quoi les deux peuples sont victimes de cette politique de colonisation du Sahara occidental et que dans l'intérêt de deux peuples, il faut qu'il y ait une solution qui se base sur la reconnaissance mutuelle et s'élancer bien sûr dans une perspective de coopération pour le bien du peuple marocain et du peuple du Sahara occidental, mais aussi pour le bien de tout le peuple de la région. Maintenant, je souhaiterais donner la parole à El Ouali, qui se trouve, je pense, à El Ayoun. El Ouali, vous avez la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, El Ouali. Alors, bonjour Keltoum, ça fait un bail. Bonjour à tout le monde. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour tous les intervenants, aux amis, ici dans les camps et partout dans le monde. Merci à vous. Je voudrais juste bondir un petit peu sur 3 points, en fait, qui ont été soulevés. D'ailleurs, je remercie tous les intervenants. On a beaucoup appris avec eux. Et donc, moi, je suis donc dans ces temps de commémoration du 45e anniversaire de la création de notre République. Donc, je suis fier de me présenter comme citoyen de la République arabe sahraoui démocratique. Donc, cette casquette me va très bien, surtout dans ces moments-là. Et je présente mes félicitations à tous les Sahraouis à travers nos représentants et à travers toute la présence respectable. Alors donc, sur le premier point, je voudrais peut-être, je m'aligne complètement sur le point soulevé plutôt par Monsieur Yahya Zouber, qui en fait qu'il faudrait peut-être travailler un petit peu sur le point de la communication. En fait, il a soulevé ce point juste en 2-3 petites phrases, mais c'est vrai que c'est la question qu'il faudrait peut-être un petit peu travailler là-dessus, bien sûr en coordination avec nos diplomates ici présents et avec toutes nos représentations à travers le monde et avec tous les sympathisants et du peuple et des gens qui sont avec nous. Et donc, il faudrait peut-être puiser sur ce point et essayer d'élaborer un plan d'action dans ce sens. Parce que c'est vrai qu'il est vraiment aberrant, il est inacceptable que des gens dans la Suède, dans le Japon, dans l'Australie, savent ce que ça veut dire, ce qui se passe au Sahara occidental, alors que les voisins à côté, on va dire, ne le savent pas aussi bien que. Donc, il faudrait peut-être puiser sur ce point. Et aussi, faut comprendre que la guerre, c'est vrai que l'essentiel de la bataille, l'essentiel de la lutte, elle se fait sur le plan, comme soulevé par le journaliste sahraoui. C'est vrai que elle se fait là. Et c'est vrai que la globalisation en fait du Maroc, elle va dans ce sens. Ces peuples-là, ce régime-là, utilise un petit peu ce volet d'information pour travailler un petit peu son peuple et essayer de le mener là où il veut. Quoique dans une approche un peu perso de cette tendance anti-sahraoui du peuple marocain, on va dire que pour moi, elle puise beaucoup plus dans une phobie, la phobie du peuple marocain, qui lui aussi, on va dire, qu'il subit aussi l'injustice du Makhzen. Et donc, pour moi, c'est une phobie, en fait, au départ du peuple marocain, qui a peur du Makhzen et qui, par la suite, pour que c'est travesti dans une surenchère patriotique. Et donc, en fait, quand on voit un petit peu les peuples marocains, on va dire les citoyens marocains, en train de crier ici et là, et répéter un petit peu la propagande makhzenienne, au départ, c'est juste une phobie, en fait, c'est une peur, et qui se travestit dans une surenchère patriotique qui on va dire, tranquillise un petit peu les gens. Et donc, ça se fait sur ce point-là. Alors, donc, ça, c'est le deuxième point que je dois soulever. Pour le troisième point, en fait, je voudrais dire que toutes les difficultés qu'on a ici d'essayer d'un petit peu de mettre la lumière et de rapporter au monde, en tant qu'observateur et défenseur de droits de l'homme, on travaille un petit peu dans un climat, on va dire, carrément d'oppression. On est un petit peu, si vous voulez,
on est vraiment entre le marteau et l'enclume. C'est vraiment le cas de le dire, parce que comme vous êtes en train de le voir ces derniers jours, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Il y a un acharnement, mais un acharnement, on va dire, si Monsieur Zoubir ne trouve pas le terme pour expliquer l'exploitation des richesses, moi je pourrais l'aider. On pourrait dire pillage disproportionné. Hein, ça va. Mais moi, je peux pas trouver s'il peut m'aider à trouver le terme pour essayer de qualifier cet acharnement contre les Sahraouis, contre la femme sahraoui, contre tout ce qui est sahraoui. C'est-à-dire, ce serait bien si jamais il pourrait m'aider sur ce point. Merci à tous les intervenants et merci à toi, Keltoum, et merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir, El Ouali. Bonne chance pour tout. Alors, je ne sais pas. Alors, je voudrais quand même saluer la présence de l'ambassadeur d'Algérie dans cette visioconférence. Ça me touche beaucoup. Vous savez que j'ai le cœur algérien, que je suis très attachée à l'Algérie et que j'ai hâte de reprendre Air Algérie pour retrouver Alger. Donc, voilà, Inch'Allah, bientôt. Et merci pour la qualité de votre travail et de votre soutien. Oui? Oui? Bonsoir à tous et bonsoir Keltoum et au comité suisse de soutien au peuple sahraoui. J'ai suivi avec un très grand intérêt les interventions qui ont été faites, mais j'aimerais également souligner un aspect, qui est l'aspect légal. Je pense que lorsque le Polisario a déposé les armes, c'était pour organiser le référendum. C'est ça la finalité. Ce n'était pas d'avoir une force de maintien de la paix, parce que ce n'est pas une force de maintien de la paix. Il y a un grand R qui est au milieu de l'intitulé de la MINURSO et que le Royaume du Maroc voudrait voir tomber. Le Polisario a déposé les armes pour organiser le référendum. 30 années sont passées sans que cela ne puisse aboutir. On a évoqué tout à l'heure tout ce qui a été fait pour décourager tous ceux qui sont passés par le mandat et qui n'ont pas pu faire évoluer les choses. Mais ce dont je voudrais parler, c'est l'aspect relatif à ce qui fait mal actuellement. Ce sont les recours du Polisario devant les juridictions européennes. Et là, il s'agit de succès éclatants et retentissants qui font très très mal, doublement. Ils font très mal à ceux qui déposent, à ceux qui sont dans la violation du droit international en termes de transport aérien, de ressources halieutiques, d'accords agricoles, et par effet de boule de neige à la puissance occupante. Et les prochaines séances, le mois prochain, le hearing qui va avoir lieu et le rendu qui aura lieu en juillet, seront une occasion renouvelée pour les juges et la justice indépendante européenne de dire le droit et de mettre en accusation la puissance occupante et ceux qui la soutiennent de façon directe et indirecte. Il s'agit là d'un chantier sur lequel je dois rendre hommage à toutes les équipes de juristes, à tous ceux qui, publiquement ou anonymement, font ce travail remarquable pour faire triompher le droit. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, certains pays, dont le mien, mais d'autres qui étaient sous occupation d'autres puissances, ont passé des siècles sur la colonisation. Mais la voie du droit et la voie de la liberté, vous savez, un jour ou l'autre, les opinions publiques, parce qu'il faut les travailler également de l'intérieur, quand vous avez avec vous l'opinion publique, vous avez gagné une grande partie de la bataille. Merci Keltoum et merci à tous. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour ces mots importants. Alors, je ne sais pas, je souhaiterais aussi m'adresser au président du comité suisse, Monsieur Bertie Perregaux, lui donner la parole. Voilà. Je vais demander son impression. Ça va? Il faudrait peut-être juste désactiver le son. Christine, unmute. Unmute. Il faut juste cliquer. Oui, alors, vous m'entendez? Très bien. Bertie, allez-y, je vous en prie. Alors, merci à tous ceux qui se sont exprimés ce soir et félicitations pour leur soutien
à la juste cause du peuple sahraoui. J'ai été très impressionné par ce qui a été dit et j'aimerais souligner à quel point nous tous qui sommes dans le monde devons participer à cette mise en question de la politique du Maroc. Nous ne pouvons pas laisser faire le Maroc sans réagir et nous devons pouvoir le faire chacun à notre niveau, là où nous sommes. Merci à tous encore, bonne soirée et bravo et vive le peuple sahraoui. Merci. Alors, merci à vous tous. Merci aux panélistes Sahlaoui pour leur témoignage. Merci à notre grand témoin, Dr Yahya Zoubir. Nous restons en contact pour l'avancée des droits fondamentaux du peuple Sahlaoui. Ça a été pour moi un grand plaisir, un grand honneur de modérer cette visioconférence. Merci beaucoup. Merci, Keltoum. Merci, Keltoum. Merci, Dr Yahya. Nous sommes en contact. Merci, Keltoum. Merci, Keltoum. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye. C'est un honneur de vous revoir bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qui c'est qui est là? C'est Gilles? C'est Gilles qui est là. Pourquoi est-ce qu'il est là? Mais parce que je ne sais pas pourquoi il est là. Pas plus que... Enfin, il était... Il Oui, oui. C'est magnifique, oui. C'est bien de terminer comme ça. Oui. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Merci à tous.